Parfait. Je vais commencer. Bonjour, je m'appelle David Lessard. Je vais partir l'écran pour que tout le monde puisse voir. Donc maintenant, vous devriez voir l'écran rouge. Oui. Oui. Je suis deuxième dan de judo. Je suis l'entraîneur du club de judo Longueuil. Ça fait 10 ans que j'enseigne le judo aux enfants, 5 ans que j'enseigne le parent-enfant, puis ça fait 2 ans et demi que j'enseigne aux adultes. S'il vous plaît, excusez, là, s'il y en a qui ont leur micro ouvert, là, fermez votre micro, s'il vous plaît. C'est mute en bas à gauche. Là. Juste avant de commencer, je voulais juste faire un petit message. Quand Patrick m'a invité à donner le cours par enfant, c'était dans l'optique que dans la situation du COVID, le parent-enfant se donnerait très bien, étant donné que ses parents-enfants, les gens d'une même maison, font du judo ensemble. Toutefois, j'ai décidé de donner le cours. On a décidé de vous donner la formation sur l'ensemble de ce qu'on faisait dans le parent-enfant avant que le COVID arrive. Comme ça va vraiment vous donner une sensibilisation à tout ce que c'est que le parent-enfant. Mais tout ce qu'on va dire, il faut tout le temps le revoir avec le stade où est-ce qu'on est rendu, puis où est-ce qu'on est rendu dans la reprise du judo pendant le COVID. Fait que, faut réadapter évidemment certaines choses à la situation dans laquelle on est. Fait que, juste pour commencer, le parent-enfant. Le parent-enfant, c'est ça, je l'ai donné longtemps avec Peggy Donovan, dont on voit la photo ici. C'est elle qui a commencé le cours parent-enfant à Longueuil. C'est elle qui l'a commencé avec Jacques Mention. Il faut le dire parce que c'est vraiment elle qui l'a monté. C'est elle que j'ai vu, qui m'a montré à le donner. Puis on en a souvent discuté. Elle ne pouvait pas donner la formation ce soir, mais elle a vraiment fait un travail phénoménal là-dedans pour vraiment faire un cours qui avait une structure, puis un but, tout ça. Fait qu'elle est un peu en arrière de tout ce que je vais dire aujourd'hui. C'est sûr que j'ai appris à le donner à ma manière, mais il y a beaucoup de son travail à elle là-dedans. Le judo par enfant, c'est un cours d'initiation au judo. On donne aux enfants entre 4 et 6 ans. Souvent, c'est 4 et 5 ans, puis il y a une transition à 6 ans vers le judo enfant seulement. Fait que c'est vraiment pour les tout-petits. Les enfants sont accompagnés d'un parent, comme le nom le dit, tout au long de la session. Fait que la force et le défi du judo par enfant, c'est vraiment la relation par enfant. C'est une force parce que c'est vraiment quelque chose d'unique, c'est vraiment quelque chose de privilégié pour les parents et pour les enfants. À cet âge-là, ils sont très, très liés ensemble, puis ils peuvent apprendre ensemble. Puis souvent, les parents travaillent, les enfants sont à la garderie. Fait qu'ils ils passent pas beaucoup de temps ensemble. Fait que le fait de pouvoir faire du judo ensemble, où là, ils se tiraillent, ils se touchent, ils font plein de choses ensemble, c'est vrai, ça en fait vraiment un moment privilégié. Puis autant les parents que les enfants s'en rappellent après. Mais c'est aussi un défi parce qu'il faut s'adresser aux deux. Il faut s'adresser à des enfants de 4, 5, 6 ans, puis il faut s'adresser à des adultes. Puis il faut rendre le cours intéressant pour les deux, évidemment. Les parents, c'est souvent eux qui vont enseigner ce que vous enseignez aux enfants. Fait qu'il faut donner le cours d'une certaine façon. Je dirais que ce n'est pas un cours que n'importe qui peut donner. Souvent, on se dit, mais ils sont tout jeunes, fait que c'est le nouveau prof qu'on est en train de former qui va donner ça. Puis c'est facile, les parents sont là. J'ai souvent entendu ça. Mais par expérience, je vous dirais, c'est pas n'importe qui peut donner ça. Il faut une certaine maturité, il faut avoir le tour pour aller chercher les enfants, aller chercher les parents aussi. C'est pas n'importe qui, c'est ça. Dans le cours enfant par enfant, on va enseigner toutes sortes de choses. On va enseigner des éléments moteurs et avec des enfants, on retourne vraiment aux aspects fondamentaux. Fait que le pousser, tirer, lever, on retourne à des notions comme ça. Des notions techniques, fait qu'on va enseigner les chutes, les immobilisations, les projections, tout ce qui fait partie du judo. Il y a beaucoup d'éléments sociaux, apprendre à choisir un partenaire, à se présenter, toutes des choses comme ça.
Il y a beaucoup d'aspects ludiques. Fait qu'on enseigne beaucoup par le jeu. On va utiliser des activités, des éducatifs, beaucoup d'humour aussi pour aller rejoindre un peu tout le monde. On va enseigner des éléments sportifs, fait que le randonnée, le chiaï, apprendre à gagner, apprendre à perdre. Et on va mettre aussi des éléments traditionnels parce qu'on va enseigner le judo aussi, fait que des éléments qui viennent du code d'honneur, par exemple, ou de l'histoire, Jigoro Kano, tout ça. Des mots de vocabulaire aussi en japonais. Pour ce qui est du matériel, est-ce que vous avez besoin du cours pour le cours par enfant? Là, c'est là que dans la crise du COVID, il va falloir ajuster. Par exemple, nous autres, on prêtait des judogi aux parents. Il va falloir revoir, évidemment, ces pratiques-là. Pour ce qui est des judogi, quand on donne le tout premier cours, la première séance de judo par enfant, souvent, je vais faire en sorte que personne, s'ils n'avaient pas de judogi avec eux, là, qui leur appartient, tout le monde venait juste en tenue sportive, puis personne met de judogi. Qu'est-ce qui arrive avec des enfants de 4-5 ans? C'est que si on leur prête un judogi pour essayer le judo, puis on se retrouve à la fin qu'il y a 1 ou 2 enfants qui n'ont pas de judogi, c'est difficile d'expliquer à des enfants de cet âge-là pourquoi il y en a qui ont des judogis, puis il y en a qui n'ont pas de judogi. Fait que j'ai décidé que, bon, quand quelqu'un vient essayer le cours de judo, puis pour la première séance, je ne prête pas de judogi, puis on le fait en tenue sportive. Alors, on dit à tout le monde de se mettre des pantalons sportifs, quelque chose pour pouvoir bouger, puis c'est ça. Les enfants achètent leur propre judogi, bon, c'est ça. Et les adultes, nous, on leur prêtait des vestes de judogi. Il va falloir le revoir avec le COVID. Probablement que maintenant, tout le monde va devoir avoir son propre judogi. Quand on leur prêtait les vestes, on avait des vestes juste pour les parents. Puis, elles étaient placées à part. On les lavait une fois de temps en temps. C'est ça. Et ben, il y avait déjà beaucoup de parents qui s'achetaient eux-mêmes leur judogi. Donc, souvent, ils achètent 2 judogis, un pour le parent et un pour l'enfant. On leur dit aussi, il faut aussi avoir du matériel éducatif. Donc, pensez avec le COVID, comment vous allez l'utiliser. Mais par exemple, on avait beaucoup de ceinturons pour des jeux, fait que des jeux de s'enlever le ceinturon ou pour d'autres activités. On a des crash mats pour certains jeux ou des tapis, des petits ballons lourds, des ballons qui sont pesants. On a un petit jeu de combat qui se fait avec ça. Avoir des cônes aussi pour faire des jeux à relais. Du tape pour délimiter des espaces de jeu quand vous faites des petits jeux et tout ça. Donc, il faut avoir un peu de matériel puis du matériel coloré parce que les enfants aiment ça à cet âge-là. Et on leur dit souvent d'apporter une bouteille d'eau parce qu'il va y avoir une pause d'eau pendant le cours. Fait que ça, c'est pour le matériel. Pour les enfants de 4-5 ans, est-ce que vous avez, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions jusqu'à maintenant, si vous avez les avez écrits dans le chat aussi. Je peux continuer? Soit vous pouvez ouvrir votre micro mute pour poser une question à David, ou en bas de l'écran, c'est marqué mute, stop vidéo, sécurité, participant, vous avez un petit onglet de chat. Vous pouvez aussi poser la question sur le chat pour ne pas interrompre David dans son explication. OK, c'est beau, David. C'est ça, gênez-vous pas si vous avez des questions. Puis, c'est ça, il y en a peut-être aussi qui donnent aussi déjà des cours par enfant, fait que vous avez peut-être aussi votre manière de fonctionner, là, c'est tout à fait correct. Je vais juste parler un peu des enfants de 4-5 ans, de 4 à 6 ans, parce qu'ils sont vraiment un moment spécial de leur développement. Ils sont vraiment au moment où ils vont développer des habiletés fondamentales. Donc, quand on les regarde physiquement, souvent à cet âge-là, ils n'ont pas les mêmes proportions qu'un corps d'adulte. La tête est un petit peu plus grosse proportionnellement qu'elle va l'être plus tard. Ils ont déjà une grosse tête, puis le corps est en train de grandir. Fait que c'est vraiment l'âge où ils ont toutes leurs neurones. Le système cérébral, le système neurologique fonctionne pour faire des synapses, pour faire des codes, des modèles pour comprendre le monde. Fait qu'ils sont à l'âge où ils apprennent très, très vite. C'est des petites éponges. Mais les habiletés sont à acquérir. David, oui? En judo, nous aussi, on a des grosses têtes. C'est-tu pareil? Ou,
Il y a certaines grosses têtes, en effet. Oui, OK, c'est bon. Je voulais juste savoir. Là. Mais faut apprendre l'humilité est importante aussi. OK, c'est bon. Merci. Il faut apprendre à la gérer puis à ne pas tomber sur la tête. L'attention des enfants est très, très courte. Donc, nous, on donne des cours d'1 heure. 1 heure pour un enfant, ça peut être très, très long. Souvent, les cours vont durer 50 minutes. Puis souvent, on s'adapte avec certaines familles. C'est pas tout le monde qui va faire nécessairement le cours complet. Il y a des enfants qui ne sont pas capables de durer 45 minutes, par exemple. Ils ont difficulté à avoir le point de vue des autres. Ils sont capables, mais ils ont encore certaines limites. Fait que, par exemple, ils vont avoir de la difficulté à se penser comme membre d'un groupe. Si vous parlez à tout le groupe, ils vont avoir de la difficulté à comprendre que vous leur parlez aussi à eux-mêmes. Fait qu'ils ont besoin de relations peut-être plus individualisées. Alors, on capitalise beaucoup sur les hajime. Quand on dit hajime, puis les enfants pratiquent un exercice avec leurs parents, on va aller les voir, puis là, on crée des relations plus individualisées. C'est vraiment là qu'on va donner plus d'explications que pendant les explications au groupe. Ils ont des préférences pour les instructions positives. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est éviter le non. Fais pas ça, cours pas, des choses comme ça, parce que si je cours pas, qu'est-ce que je fais d'abord? Puis les indications très abstraites, là, comme calmez-vous, les enfants ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire. Mais assoyez-vous, mettez-vous dans la position, les jambes croisées, asseyez-vous sur les talons. Ça, les enfants le comprennent. Alors, il faut parler d'une manière très imagée. Ils sont très sensibles au son, aux images, aux couleurs. Alors, si on choisit un ballon, si on choisit une balle, si on choisit un ceinturon, ils vont être très sensibles aux couleurs. Puis les sons puis les images, mais ça l'indique aussi avec votre voix, avec votre manière de bouger. On peut aller rejoindre les enfants en étant un petit peu plus théâtral qu'on le serait avec des adultes. Ils ont beaucoup, beaucoup de plaisir à faire comme si, à faire des jeux de rôle, à utiliser l'imagination. Alors, il faut capitaliser là-dessus. Utiliser des images, des comparaisons, jouer à des animaux, à toutes sortes de choses. Là, et ils adorent ça. Ils ont besoin de pouvoir choisir ce qu'ils font, besoin de liberté. Ça les valorise beaucoup. Alors, si on les laisse choisir entre un mouvement et un deuxième mouvement, ajouter des petits détails dans les explications, ça les valorise beaucoup. Aussi, quand on va les voir pendant un hajime, pendant qu'ils pratiquent un exercice, puis on leur rajoute un petit exercice qu'ils peuvent faire par-dessus ça, ça les valorise beaucoup. Fait que parfois, on en garde pour le hajime, puis ça, ils ont l'impression d'apprendre quelque chose de spécial. Ils ont beaucoup de dépendance et d'attachement envers le parent. Parfois, c'est leur première relation avec un groupe à l'extérieur de la famille. Et ça, on va le noter. Les enfants vont être intimidés très, très souvent par les autres enfants puis par les autres parents. Puis même des fois, là, ils vont courir pour s'éloigner du parent. Et là, rendu à 3-4 mètres, ça commence à être un petit peu trop loin. Ils reviennent aux parents. Fait que, il faut y aller tranquillement avec la séparation avec le parent. Là. Au niveau des émotions, les émotions peuvent contrôler les actions. Ils ont besoin de se sentir en sécurité pour fonctionner. Quand ils sont très, très heureux ou très, très stimulés ou quand ils sont très fâchés ou tristes, ce n'est pas le temps de leur expliquer quelque chose ou leur demander de faire quelque chose avec des étapes. Il faut comme calmer tout ça avant de passer à quelque chose d'autre. Puis il faut le faire avec eux. C'est ça. Fait que ça, c'est plus au niveau psychosocial. Au niveau moteur, qu'est-ce qui se passe souvent à cet âge-là? C'est qu'eux, ils vont essayer de contrôler avant l'action. Fait qu'ils ils vont réfléchir à qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'on leur demande. Puis ensuite, ils l'essayent, mais ils ont de la difficulté à ajuster pendant l'action. Fait qu'il faut que ce soit très, très simple. On leur une action à la fois, puis peu à peu, ils vont être capables de faire une série d'actions. Mais ils réfléchissent avant. Fait ajuster une action ou réfléchir après, pendant une action, ça va être difficile. Aussi, ils ont peu d'intérêt pour le résultat d'une action. Ils recherchent plus le plaisir dans l'action elle-même. Fait que le fait de tenir son ami sur le dos en immobilisation, bon, le résultat, bon, le faire tomber, non. Mais il peut avoir beaucoup de plaisir à l'action de le faire tomber.
Fait que c'est là qu'on rajoute des éléments d'imagination pour que ça soit plus le fun, admettons, de faire au Sotogari que juste le fait de ah, ben, tu as fait tomber ton ami. C'est pas nécessairement ça que l'enfant va rechercher. Mais si on lui dit, tu tournes le volant, tu fais une action, ça rajoute du plaisir à tout ça pendant qu'il le fait. Ils ont une grande sensibilité au changement de température. C'est quand même assez important. Au moment de s'échauffer, ils vont s'échauffer très, très vite. Puis ensuite, ils vont se refroidir très, très vite. Ils s'essoufflent très, très vite. Fait que tout ça, ça se fait assez rapidement. Fait que c'est pour ça que je disais que la bouteille d'eau, ils vont avoir soif assez vite dans un cours de judo. Ils ont des capacités motrices en plein développement. Fait que peut-être pas nécessairement beaucoup d'équilibre, beaucoup de synchronicité dans les déplacements ou la posture. Il va falloir leur enseigner tout ça. Mais c'est en plein développement. Fait qu'ils vont la... Oui? Excusez, je pensais que quelqu'un voulait parler. Ils vont l'apprendre très, très, très vite. Fait que d'une semaine à l'autre, ils vont mettre en place des nouvelles habiletés qu'on ne s'attendait pas nécessairement. Puis souvent, on est impressionné. Ils vont comprendre à partir de leurs propres repères. Fait qu'il faut trouver des repères dans la vie de tous les jours. Fait que comme je disais tantôt, tourner le volant pour faire au Sotogari, faire un câlin pour une immobilisation. On a tout un vocabulaire pour enseigner le judo. Puis quand on rend ça imagé, c'est beaucoup plus facile pour eux. Et les proportions du corps, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne sont pas nécessairement les mêmes. Le cerveau a pratiquement la taille adulte versus le corps qui est plus petit. Fait qu'il faut faire très attention à la tête, surtout quand on enseigne les chutes. C'est quelque chose qu'on répète, qu'on répète, qu'on répète. Et pas nécessairement beaucoup de tonus musculaire, pas beaucoup d'endurance, mais un grand besoin de bouger. Alors, il faut que ça bouge. Il faut sauter d'une étape à l'autre rapidement pendant le cours. Alors, un cours par enfant, il faut le prévoir et il faut que les choses s'enchaînent assez rapidement parce que c'est ça, il s'ennuie vite de faire la même chose. Là, je ne vois pas le chat. Je me demande s'il y a des questions. Est-ce que quelqu'un peut juste me le dire? Ah, il n'y a personne dans le chat, là. Parfait. Fait que je vais continuer. On va parler maintenant des capacités des parents. Les parents, c'est les accompagnateurs, mais aussi des apprenants. Et c'est parfois aussi un peu les coachs et les arbitres pour nous. Comme je disais tout à l'heure, souvent, on va enseigner quelque chose aux parents pour que lui l'enseigne à l'enfant. Toutefois, il faut penser que les parents, eux, ils n'ont pas de limite d'âge. Il peut y avoir des parents très, très jeunes, 18 ans, puis ils ont un enfant de 4-5 ans au début de la vingtaine, là. Et des parents plus vieux dans la soixantaine. Et parfois aussi, c'est les grands-parents qui vont venir, un cours ou deux, ou parfois c'est le grand-parent qui suit l'enfant. La forme physique et l'expérience sportive des parents changent d'un parent à l'autre. Il y en a qui n'ont jamais fait de sport de leur vie. Il y en a qui sont allés aux Olympiques. Les connaissances du judo varient. Il y a des gens qui ne savent pas trop dans quoi ils s'embarquent. Il y a des ceintures noires qui amènent leur enfant au parent-enfant. Leur enfant au parent-enfant, c'est ça. Le niveau de motivation envers le judo, envers le parent-enfant lui-même change. Il y a des parents qui ne sont pas du tout motivés à participer, puis il y a des parents qui sont très, très motivés. Puis les capacités à soutenir l'enfant dans le développement de ses habiletés, tout ça, changent aussi d'un parent à l'autre. Puis je vous dirais que toutes les... Oui? Est-ce qu'on est en train de dire que une journée, ça peut être un parent, une autre journée, ça peut être un autre parent, ça peut être un grand-parent un soir, ça vient tout le temps. Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce qu'il y a des familles, parfois, ça va être le père, des fois, ça va être la mère, ça change. Puis, des fois, peu à peu, ils vont demander même au grand frère de l'enfant de venir. Le grand frère fait aussi du judo. Fait que là, les parents commencent à se dire, ben là, le grand frère fait du judo, fait qu'il peut aider sa petite sœur ou je sais pas quoi. Nous, on a vu ces différentes situations-là, puis on essaye de dire que c'est toujours le même parent qui vient. Puis, il faut, dans la mesure du possible, là, que ce soit un parent. Parce que c'est vraiment là qu'il y a la meilleure relation pour donner le cours. Avec un grand frère, avec une grande sœur, c'est pas la même relation. Souvent, les grands frères, grandes sœurs, ils n'ont pas la maturité pour aider l'enfant. Puis c'est la même chose avec les grands-parents aussi. Des fois, ils n'ont pas la même relation. Fait qu'on dit, dans la mesure du possible, c'est sûr qu'il peut y avoir des exceptions. C'est sûr qu'il y a des parents qui ne sont pas capables
pour toutes sortes de raisons, d'être là pour leur enfant, mais dans la mesure du possible, un parent, puis dans la mesure du possible, toujours le même. C'est bon? Puis je dirais, quand je vous disais l'âge, la connaissance du judo, tout ça, là, il y a toutes les combinaisons possibles. Fait que là-dedans, je vous dirais, j'ai vu toutes les combinaisons d'âge, de connaissances, de motivation, de capacité, de forme physique. Là. Fait qu'il faut aider le parent. Souvent, je dirais que tous les parents ont comme un petit point où on peut s'approcher puis juste donner un petit conseil subtilement aux parents aussi pour l'aider dans son accompagnement de son enfant. Question, David. Oui. Quand les gens s'inscrivent, est-ce qu'ils ont un formulaire médical à remplir? Surtout les parents? Oui. Enfin, parents et Oui. enfants, mais c'est bon. Oui, on pose la question aussi pour les deux. Okay, ça marche. Merci. C'est bon. Fait que comment ça se passe un cours? Il y a les saluts. Il y a un salut de groupe au début et à la fin. Ça dure environ 5 minutes. Ça se passe comme ça. Les sensei se placent devant le groupe. Donc, c'est comme un salut traditionnel, là, comme on fait dans la grande majorité des clubs. Là. Et les parents et les enfants se placent un à côté de l'autre en ligne devant les sensei. Je vous dirais que pour le salut, bon, il y a différentes cultures dans différents clubs. Pour le cours par enfant, il faut prendre le temps de s'adresser au groupe. Il faut prendre le temps de souhaiter la bienvenue, de dire bonjour à tout le monde. Des fois, quand on est avec des enfants ou avec des adultes, on va commencer, puis c'est un petit peu plus sportif, puis un peu plus disciplinaire, puis on commence tout de suite, hey, puis ça commence. Là, vous avez des parents qui ne sont pas nécessairement là pour apprendre le judo, mais plus pour accompagner leur enfant. Vous avez des tout petits enfants. Il faut prendre le temps de saluer, de sourire, parler du quotidien, souligner l'événement qui s'est passé. Est-ce que c'est le lendemain de l'Halloween? Est-ce qu'il y a un anniversaire? Est-ce qu'il y a une tempête de neige ou de la pluie? Est-ce que l'été est arrivé? L'été s'en vient? Souligner un peu ce qui est en train de se passer pour aller chercher les enfants, puis peut-être construire le cours ensuite là-dessus. Fait qu'on a un cours spécial pour l'Halloween, un cours spécial pour Noël, un cours spécial quand il y a une bordée de neige. On utilise ça, qu'est-ce qui se passe dans le quotidien des enfants. Il faut indiquer à chaque cours les étapes du salut. C'est un rituel, puis c'est un rituel qu'on verbalise. Fait qu'on touche la jambe gauche, ou bien la jambe qui est du côté du mur. C'est la première qu'on baisse. On baisse le genou de ce côté-là. Ensuite, on s'assoit sur les talons. On redresse le dos. Alors, toutes les étapes du salut, on les verbalise, on les dit à chaque cours. Pour le salut final, à la fin du cours, là, ajouter un élément pour créer une relation un peu plus fun. Par exemple, Peggy, elle faisait des câlins. À la fin, c'était des câlins de judo. Alors, tous les enfants venaient la voir, lui donner un câlin. Moi, je préfère faire des high-fives japonais. Fait que les enfants viennent me donner des high-fives. Fait que c'est toujours dans le but de créer cette relation individualisée là, avec les enfants, quelque chose de plus que juste le salut de groupe pour créer une relation. Ensuite, un petit échauffement, 10 minutes. Fait qu'il y a différents types d'échauffement. Souvent, on le fait, comme vous voyez à gauche, là, suivez le parent. Fait qu'on se place à un tatami de distance. On fait un salut traditionnel et on essaie de s'envoler. On fait des oui, on fait des non, on peut faire des animaux. Alors, on rend ça imagé. On fait toute la mobilisation musculaire, un peu comme on le ferait dans un cours. Là. Et aussi, on peut faire des actions à faire avec le parent, passer en dessous des jambes, ramper, faire la crevette, faire le petit serpent, bon, tout ça. Donc, il y a des choses à faire autour du parent. Aussi, avant COVID, on le faisait à faire avec chaque parent, fait courir entre les parents, passer entre les jambes de tous les parents, tout ça. Puis on faisait aussi parfois des petits parcours comme la maison hantée, la tempête de neige, comme je vous disais tantôt, le car wash au début de l'été. Fait que c'était comme des petits parcours où là, les parents faisaient faire des étapes aux enfants. Évidemment, maintenant, il va falloir adapter tout ça au COVID. Ça, c'est pour l'échauffement. Ensuite, il y a une période de judo. J'appelle ça 2 fois 10 minutes. Dans le fond, dans un cours, dans une séance de par-enfant, je vais enseigner 2 choses. Et chaque chose va durer environ 10 minutes. Puis, entre les deux, il y a une pause eau.
Enseigner 3 choses, ça devient difficile pour les enfants. Ça devient beaucoup d'attention qu'on leur demande. Fait que souvent, le 3e, ça devient difficile. Fait que souvent, je vais me limiter à 2 choses. Je vais enseigner quelque chose. Comme je vous disais tout à l'heure, mes instructions, ça va aller assez vite quand je vais parler au groupe. Les instructions de groupe, là, pour leur dire, par exemple, on va pratiquer les chutes, tout ça, ça va aller très, très vite. Quand je vais expliquer au groupe, je vais m'adresser à la fois aux enfants et aux parents. Et ça, c'est un peu... C'est là qu'est le défi du parent-enfant, c'est qu'il faut parler, donner une information concise pour le parent qui va aider son enfant. Il faut aussi intéresser l'enfant. Fait que c'est là qu'il faut utiliser les tons de voix, il faut utiliser les gestes pour que le parent comprenne ce qu'il a à faire, l'enfant comprenne qu'est-ce qui s'en vient, puis que tout le monde comprenne pourquoi est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils vont faire. Fait que c'est là que c'est quand même un défi. Puis il faut être concis, il faut le faire rapidement. Il faut choisir, nous, on choisit tout le temps 1 ou 2 enfants pour la démonstration. Alors, quand j'enseigne des exercices où les parents vont le faire avec leur enfant, je choisis un enfant et avec mon corps, je montre qu'est-ce que le parent doit faire. L'enfant fait qu'est-ce que l'enfant doit faire et j'explique à mesure qu'est-ce que je fais pour que tout le monde comprenne qu'est-ce qui se passe. Donc, démontrer ce que le parent doit faire et simplifier les mouvements au maximum, 3 étapes max à la fois. Vous pouvez faire des hajime maté et là, rajouter des petits éléments peu à peu, mais 3 étapes et on en ajoute ensuite, là, parce que on ne veut pas mélanger ni les parents ni les enfants. Et quand on donne les explications, faire appel à des éléments du quotidien, à des éléments de jeu. Alors, comme je vous disais, on a tout un dictionnaire parent-enfant. Contrôle, beden, c'est munigatame, à cheval, en ciseaux, le rouleau de papier de toilette. Ça, c'est la position quand les gens, quand on vient de faire chuter quelqu'un, c'est le rouleau de papier de toilette parce qu'on va le pratiquer en faisant le jeu du rouleau de papier de toilette. La crêpe bretonne, faire la couverture, se réchauffer les orteils, les tapis sont chauds, alors il faut remonter les mains tout de suite pour ne pas se brûler. Il faut rendre ça très, très, très imagé. Et on le dit très, très fort et on met ces paroles-là un peu dans la bouche des parents pour que les parents aussi l'utilisent. Donc, on aide les parents à enseigner à leurs enfants. Renforcer les rituels. Donc, au début d'un exercice, quand je choisis un enfant pour la démonstration, je vais faire le salut avec lui. Je fais le salut à la fin et je vais lui donner une poignée de main. Je vais lui dire merci de m'avoir aidé dans ma démonstration. Donc, on renforce le rituel, puis évidemment, on le renforce avec les parents et les enfants. Ils adorent ça. Les parents viennent vous voir et vous disent merci d'enseigner le salut à mon enfant, c'est génial. Les parents, vraiment, ils aiment ça. Renforcer la sécurité. Donc, par exemple, quand je montre la chute, j'insiste beaucoup sur le soutien de la tête. Aussi, beaucoup insister sur maintenir une distance avec les autres équipes. Il faut penser qu'on a des papas de 200 livres avec des petits-enfants de 4 ans sur le même tatami. Donc, il faut vraiment être conscient que les gens doivent avoir une distance entre eux pour ne pas se rouler les uns sur les autres. Toujours s'assurer d'avoir une période de randonnerie ou de pratique libre à la fin de chacun des exercices et prévoir une pause pour aller boire de l'eau, donc l'importance de la bouteille d'eau. Et pendant la pause d'eau, là, les enfants peuvent jouer, se dégourdir un peu, se relaxer un peu. Donc, ça, c'est la période judo. Ensuite, il y a une période de jeu et de retour au calme. Dans les jeux et dans le retour au calme, il y a toujours un élément éducatif et je vais le dire. Je vais dire pourquoi on fait le jeu du boulanger. Je vais dire pourquoi on joue au singe dans l'arbre parce que je veux rassurer le parent. Donc, c'est une phrase, c'est quelques mots, juste pour que le parent sache pourquoi on lui demande de se mettre à 4 pattes, de courir après les enfants ou que l'enfant lui grimpe dessus, là. Je veux que souvent les parents ils vont devoir avoir les enfants qui rentrent dans leur bulle ou d'autres parents qui rentrent dans leur bulle. Donc, il faut qu'ils sachent pourquoi.
Utiliser l'imagination, utiliser des personnages, des éléments théâtrales, faire comme si. Donc, il y a des crocodiles dans le tapis, il faut grimper dans l'arbre, puis l'arbre, c'est le parent. Les tapis sont chauds, c'est la finale des Olympiques du jeu des ceinturons, le roi ou la reine du tatami. Rajoutez-en pour que ça ait l'air grandiose, puis que les gens s'amusent. Plus on en rajoute, plus les enfants vont s'amuser, plus ils vont avoir envie de participer. C'est plus positif pour eux autres. Choisir les jeux en sachant qu'il y a des enfants et des parents et que tous doivent avoir une fonction. Par exemple, les parents peuvent être là pour superviser les enfants, ils peuvent être là pour faire les arbitres, ils peuvent avoir un rôle à jouer dans le jeu. Alors, il faut le dire aussi, c'est quoi? Il ne faut pas laisser les parents en plan pendant que les enfants jouent parce qu'ils n'aimeront pas nécessairement ça. Il faut aussi parfois adapter certains jeux. Fait qu'on peut jouer, par exemple, au bulldog ou à d'autres jeux qu'on a l'habitude de jouer dans un cours de judo, mais il faut souvent adapter les jeux. Fait qu'il faut y réfléchir avant. Bon, je veux jouer au bulldog, mais qu'est-ce que les enfants vont faire? Qu'est-ce que les parents vont faire? On peut prévoir un rôle pour les enfants puis pour les parents, mais c'est toujours génial pour les enfants là, de mélanger les deux. Fait que tout à l'heure, je disais beaucoup que les parents allaient enseigner à leurs enfants, mais les enfants, ils adorent ça quand on change ce rôle-là de place. Puis on dit maintenant, c'est les enfants qui vont enseigner la chute à leurs parents. Ça, ils adorent ça. Ou on dit aux parents, là, faites la chute, mais faites une petite erreur, puis les enfants, vous allez devoir corriger vos parents. Ça, les enfants, ça l'ajoute un élément de jeu, puis ils aiment beaucoup, beaucoup ça. C'est la même chose pour les jeux. Fait que vous pouvez jouer à un jeu où les enfants jouent, puis les parents, c'est les bulldogs. Puis ensuite, changer le rôle. Là, vous allez voir le plaisir monter. Les enfants vont beaucoup aimer ça, que là, ils peuvent jouer le rôle des parents. Fait qu'on peut utiliser cette rivalité-là là, entre les enfants et les parents, puis c'est le fun. On mentionne les vainqueurs. Oui. Question. Écoute, je vais te les donner tout de suite là, pour ne pas les oublier. Le randori, est-ce que tu le commences après combien de cours? Ça, c'est une première question. Oui. Je vais vous le dire tout à l'heure. On va voir la progression dans une session. Mais je fais des mini randeries. Par exemple, action-réaction dès le premier cours. Mais on va voir qu'il y a une gradation là-dedans. Puis les premiers cours, c'est seulement avec le parent, évidemment. Okay. Mais il y a des éléments de randerie très, très simples dès le premier cours. Ensuite, est-ce qu'on parle du même programme pour un enfant de 3 ans? Oui, ça, des enfants de 3 ans, on en a déjà eu. On leur fait le même programme, mais comme je disais, il y a souvent des adaptations avec le parent. Les enfants de 3 ans, par exemple, c'est déjà arrivé, par exemple, moi, ce que je dis souvent, c'est d'arriver en retard au cours pour ne pas avoir à faire le cours complet. Pour un enfant de 3 ans, ça va être très, très long. Puis surtout si on commence avec de la mobilisation musculaire, l'échauffement, on bouge les bras, on bouge la tête. Pour un enfant de 3 ans, c'est un peu plate, là, puis ça va être long. Fait que limiter la première partie du cours, qui est souvent très répétitive, là, je leur dis arriver 15 minutes en retard, faites la dernière demi-heure plutôt que faire la première. Plutôt que faire l'échauffement. Une question. Oui. Toujours dans le même sens des 3 ans, il y a quelqu'un qui a marqué rivalité à 3 ans, point d'interrogation. Oui, ben, la rivalité, c'est un petit jeu. Puis il faut toujours s'adapter. C'est beaucoup, beaucoup d'adaptation. Parfois, on va voir qu'il y a un moment du cours, normalement, où est-ce que les enfants vont commencer à faire des exercices avec les enfants. Il y a des enfants, pendant une session, ils n'atteindront pas la maturité pour faire un exercice avec un autre enfant. Ils vont avoir peur, ils vont être intimidés ou ils ne seront juste pas capables. Fait qu'il ne faut pas gêner pour aller voir le parent et lui dire « c'est correct, vous pouvez continuer à faire l'exercice ensemble ». Puis c'est la même chose pour les jeux. Il y a des enfants qui vont être prêts pour faire des jeux de groupe, puis il y a des enfants qui vont toujours revenir voir leurs parents, même quand on fait des jeux de groupe. Fait qu'il faut pas gêner pour dire mais c'est correct, si l'enfant n'est pas rendu là, c'est parfait aussi. Là. Fait qu'il faut bien s'adapter. Où est-ce que l'enfant est rendu avec son développement? Est-ce que ça répond à la question?
C'est la personne qui l'a posé qui pourrait le dire. Ouais, c'est beaucoup d'adaptation avec chaque famille. Puis toujours faire un retour au calme, fait que 5 minutes, on fait l'étoile de mer, on se fait bronzer, on peut s'accoter sur son parent, des étirements à la fin, encore une fois avec des animaux, là. C'est important. Fait que ça, c'est juste des petits exemples de jeux. Par exemple, on joue à des jeux d'opposition, le jeu du ceinturon avec son parent. Ici, on voit à la fin, on fait toujours le salut, puis la poignée de main. On remercie le parent. Fait qu'on renforce le rituel. Ici, bon, il y a des jeux d'opposition avec parents-enfants. À la fin, on fait le salut traditionnel. Le jeu du singe dans l'arbre. Et il y a des courses à relais où ça va être le parent contre son enfant, les équipes parents-enfants contre équipes parents-enfants, et parfois, il y a des équipes parents contre équipes enfants. Fait qu'on mélange un peu tout ça et on va voir, on le fait en gradation pendant la session. Je vais le montrer tout à l'heure, mais par exemple, la course à relais que vous avez ici, là, le jeu des petits trains enfant-enfant, parent-parent, je l'utilise comme une transition. La transition où les équipes parents-enfants vont devoir commencer à se mélanger. Alors, je le fais comme ça pour que les parents aient à se tourner vers un autre parent, donner la main, se présenter, puis commencer à se mélanger. Comme ça, ils donnent l'exemple aux enfants comment faire pour interagir avec quelqu'un de nouveau. J'espère que c'est clair ce que je dis, là. Mais j'explique pourquoi je le fais. Alors, je te dis, bon, bientôt, on va commencer à faire des jeux, on va mélanger les équipes, on va le faire dès maintenant. On va faire une petite course à relais en train. Et là, les parents, tournez-vous vers un autre parent. On va se saluer, on va se donner la main. Et les enfants, la même chose, on se salue, on se donne la main. Alors, comme ça, tout le monde sait quoi faire et tout le monde se prépare un peu à qu'est-ce qui s'en vient. Le fait de devoir interagir avec les autres équipes par enfant. Alors, pour répondre à ta question tantôt, est-ce que j'ai répondu à la question? Alors, la réponse, c'est oui, car mon cours parent-enfant est de 2 ans et demi à 5 ans. Oui. Il y a des enfants qui arrivent dès 2 ans et demi. Je dirais qu'il faut s'adapter, mais ça arrive souvent. Puis souvent, c'est ça, on s'adapte. Puis c'est arrivé aussi que je dise à des enfants, ben l'enfant n'est pas prêt ou on est peut-être mieux d'attendre. Puis il y a des enfants à 2 ans et demi qui sont prêts. Ça dépend vraiment d'un enfant à l'autre. Moi, je ne me gêne pas pour le dire parfois qu'on est peut-être mieux d'attendre l'année prochaine ou la session prochaine, tout comme il y a des enfants qui commencent. C'est ça. La session de judo par enfant, nous, c'est des sessions de 15 semaines environ. Ça se divise en 3 phases. La première phase, c'est vraiment une phase de sécurisation et éveil. Tous les exercices se font l'enfant avec son parent. C'est pas au tout début que je vais faire des mélanges, comme je disais tout à l'heure. Ça se fait plus tard dans la session. C'est une phase où je vais beaucoup parler, beaucoup sécuriser. On fait presque strictement du sol, du Newaza. On va beaucoup pratiquer action-réaction, les immobilisations. C'est une phase où le kumikata va se faire par les manches, juste parce que c'est un petit peu plus facile. C'est un peu moins compliqué. Là, le kumikata, qu'est-ce qui arrive, c'est que là, il faut latéraliser les mouvements. Là. La gauche puis la droite deviennent importants. Tandis que quand ils se tiennent les manches, s'ils font action-réaction à droite ou à gauche, c'est pas grave, on arrive dans la même position. On va beaucoup insister sur les chutes pour préparer ce qui s'en vient plus tard. Donc, chute arrière, chute latérale, et on le montre étape par étape. Donc, ça prend quand même plusieurs cours montrer chacune de ces chutes-là. Au niveau du debout, Tachiwaza, on va montrer beaucoup les déplacements et les fondamentaux. Il y a un cours complet où ça va être pousser, tirer, tourner, lever. Il y a beaucoup de jeux là-dessus. Par exemple, le roi du tatami, là, on fait des petits espaces de 2 tatamis. Il faut pousser le parent à l'extérieur ou ensuite le tirer pour qu'il dépasse une ligne. Il faut tourner pour le jeter à l'extérieur de son tatami. Là. Ça, c'est un genre de jeu qui peut occuper tout un cours. Beaucoup de rituels et de sécurisation. Donc, on insiste sur
les différents éléments de sécurité pour que tout se passe bien. Quand on enseigne les chutes, on enseigne la sécurité. Quand on enseigne les déplacements, on rappelle qu'il faut faire attention aux autres équipes, etc. Et beaucoup d'exercices où c'est l'enfant qui corrige le parent, ça l'aide aussi à assimiler tout ça. La phase 2, et là, c'est un graduel. On va passer tout à coup, pas tout à coup, là, mais graduellement, on va passer à l'ouverture au groupe. Donc, je vais commencer à faire des interactions avec parents-enfants. Donc, d'habitude, c'est vers le 5e, 6e cours qu'on va faire des courses à relais et que là, les parents vont devoir faire un jeu avec un autre parent. Fait que c'est comme ça qu'on commence à mélanger tranquillement. Newaza, je vais commencer à montrer des renversements. Toujours parent avec son enfant. Fait qu'il va y avoir des petits jeux où on commence à se mélanger, mais les exercices continuent de se faire avec le parent. Je vais commencer à montrer le kumikata traditionnel et là, les côtés vont commencer à devenir plus importants. Il va y avoir plus de jeux de groupe, parents contre enfants, parents contre parents, etc. Il va y avoir des petits renderies et là, on va commencer à ajouter la notion d'immobilisation. Il faut sortir de l'immobilisation. Donc, pendant les premiers cours, c'était plus des renderies action-réaction. Là, on va ajouter l'élément sportif de il faut sortir de l'immobilisation. Il faut aller chercher le ceinturon, toutes des choses comme ça. On a introduit la notion de gagner, perdre et on dit aux enfants, on dit aux parents quoi faire quand on perd un combat ou quand on gagne un combat. On dit quoi faire si je me fais enlever le ceinturon. Je dis quoi faire si j'ai enlevé le ceinturon. Fait que comme ça, on évite certaines situations un peu difficiles. Puis les gens savent quoi faire, puis ils comprennent l'élément sportif. Puis, excusez-moi. On revient. Au niveau du Tachi Waza, on va commencer à enseigner certaines projections. Toujours le parent avec son enfant, mais avec un genou par terre pour un élément de sécurité. Fait que, par exemple, au Sotogari, mais le parent met son genou par terre, comme ça, il tombe de moins d'eau. Au niveau de la phase 3, ça c'est vers la fin de la section, de la session. C'est la phase de fun. C'est là qu'on fait un peu plus de judo. Il va y avoir beaucoup de pratiques avec d'autres enfants. Fait que là, les équipes se mélangent puis les enfants vont pratiquer avec d'autres enfants. On va revoir tout ce qu'on a appris dans la session. Fait que les actions-réactions, les immobilisations, les projections, les renversements, on va revoir tout ça, mais avec un enfant. Ils vont apprendre à faire au Sotogari, au Goshi, action-réaction, Munegatame, Kuzure Gezagatame, tout ça. Mais cette fois-ci avec un enfant. On a des jeux aussi pour commencer à leur enseigner un peu plus le code d'honneur, l'histoire du judo. Fait que je peux vous en montrer un tantôt. Et il va y avoir des renderies. On fait des renderies debout au sol à la fin de la session. On en fait un ou deux debout, un ou deux au sol dans les derniers cours et on demande aux parents d'être présents. Ils sont là pour être les arbitres et les coachs. Donc, lorsqu'on fait les premières renderies, on enseigne vraiment qu'est-ce que les parents doivent faire. On observe qu'est-ce que les enfants font. On peut faire un petit cours où on apprend c'est quoi un hippon, c'est quoi une immobilisation, comment dire mater et ramener les enfants un devant l'autre, dire hajime. Fait qu'on a des petits cours, il y a des cours où je leur montre un petit peu plus comment arbitrer. Fait comme ça, les parents savent quoi faire pendant un renderie. David? Ouais. Dans une optique où, à supposer que quelqu'un veuille partir en cours à l'automne, mais qu'on soit encore dans une dynamique où on ne peut pas mélanger les gens, là, les parents ensemble, par exemple, est-ce que construire un cours sans que les gens soient mélangés, que ça soit juste parents, est-ce que 15 semaines, c'est envisageable ou bien est-ce que c'est mieux d'envisager un 10 ou un 12 semaines parce qu'à un moment donné, toi, tu as quand même construit un cours, mais les gens se mélangent. Est-ce que c'est jouable 15 semaines sans se mélanger ou à un moment donné, ça devient un arrache-cheveux, d'envisager un 15 semaines? Oui, ben c'est ça. C'est ça. Je pense que ça peut devenir long pour les parents. Moi, c'est sûr qu'il faudrait que je m'adapte parce qu'à un moment donné, il n'y a pas assez de choses à leur montrer. Et les enfants à cet âge-là, je ne sais pas si ils sont capables d'apprendre assez de choses dans le judo
pour que ça devienne vraiment intéressant. Là. À un moment donné, il sature vite. Fait que oui, je limiterais le nombre de semaines ou peut-être le nombre de cours à 10-12 semaines. Ouais. Merci. Évidemment, bon, il y a des choses qu'on peut ajouter qu'on ne faisait pas nécessairement, qu'on va peut-être pouvoir ajouter, vu que là, on développe beaucoup le judo distancé. Là. Il y a peut-être des choses qu'on va pouvoir ajouter, mais surtout que là, on ne peut pas faire de jeu de groupe. On ne peut pas faire de jeu enfant-enfant ou parent-parent. Ça limite quand même dans ce qu'on peut faire. OK, là, j'ai une remarque de Martin Vallière qui me dit « Pour ma part, mon club le fait exclusivement avec leurs parents. » Et là, ma question à Martin, c'est est-ce que toi, tu fais ça sur 10, 12 ou 15 semaines? Est-ce que tu arrives à… Là, c'est sûr qu'il ne m'a pas répondu, là, mais il va peut-être répondre tantôt. Là. Environ 15 semaines, il fait. J'imagine qu'il s'est peut-être construit des banques de jeux justement pour pouvoir le faire. Ouais. OK, merci. Oui, je pense que ouais, faudrait juste voir. Je ne l'ai pas fait. Il faudrait juste voir qu'est-ce que ça donne. C'est bon. OK, merci. Fait que, ouais. Attends une minute. C'était comme il m'a dit 15 semaines avant le COVID. Mais de toutes les façons, si c'est juste les parents avec les enfants, ça ne change rien. Là. Ils vont être ensemble. Okay. Ouais. Ah, et c'est quoi l'horaire de ton cours? L'heure, est-ce que c'est une fois par semaine? Et à quelle heure tu fais ça? On fait ça le samedi matin à 9h15. C'est ça dure 1 heure. Fait que on met 9h15 parce que souvent les gens arrivent en retard. Fait que dans le fond, c'est de 9h30 à 10h30. Là, c'était pour s'adapter. Mais souvent, bon, les gens arrivent en retard, le temps de trouver le judogi, le temps d'habiller l'enfant. Puis comme je disais, souvent, il faut dire bonjour à tout le monde. C'est un cours qui commence un petit peu plus lentement. Fait que c'est pour ça. Puis ça dure 1 heure, puis c'est 1 fois par semaine. Ce qui est le fun, c'est que souvent, il y a certaines familles qui vont pratiquer pendant qu'ils sont chez eux. Fait que, par exemple, ils vont pratiquer leur chute dans le lit ou des choses comme ça. Là. Fait que souvent, les gens se font un petit peu plus de pratique que ça. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres, en tout cas pas dans le chat. Fait que, bon, juste pour vous donner un exemple, pour apprendre les chutes, l'apprentissage des chutes arrière, on y va étape par étape. C'est 1 ou 2 étapes par cours. Fait que dans un bloc de 10 minutes, je vais montrer 1 ou 2 étapes. Puis, c'est quelque chose que je vais enseigner sur plusieurs cours. On va pratiquer les chutes plusieurs fois pendant la session. Et je vais souvent dire aux parents, mais on va refaire chacune des étapes tout en s'adaptant à où est-ce que l'enfant est rendu. Fait que si l'enfant est rendu à faire toutes les étapes de la chute, il va les refaire durant un cours. Ou bien il va se rendre jusqu'à où est-ce qu'il est rendu dans son développement. Fait que quand je dis étape par étape, mais on va pratiquer les chutes sur le dos. Donc, les genoux repliés, on soutient la tête de l'enfant, l'enfant tape sur les côtés. Ensuite, une petite balançoire, juste pour qu'il commence à apprendre à avoir la sensation de tomber. Les chutes en petit bonhomme, accroupi. Les chutes par-dessus les jambes du parent. Fait que, par exemple, le parent s'assoit avec les jambes étendues, puis là, l'enfant doit faire les chutes par-dessus, puis taper quand il arrive au sol. Fait que ça, c'est les différentes étapes. Excusez. Les différentes étapes. Puis on demande, bon, il faut maîtriser, il faut être capable de faire une étape pour passer à la suivante. Chaque cours, on refait toutes les étapes. Insister sur la sécurité. Donc, souvent, j'explique aux parents qu'il faut soutenir la tête de l'enfant et il faut éviter de tomber sur les coudes. Donc, on dit un peu les mouvements qu'on veut éviter dans les chutes. Utiliser le langage très, très imagé pour aller chercher les enfants. Fait qu'on tape du côté coussiné. Sur les mains, on a des petits coussins comme les petits chats. Alors, on s'est fait pour taper dans les tapis. Alors, c'est avec le côté, c'est pas avec le dos de la main. Ça, c'est dur. On tape avec le petit côté coussiné.
on fait une pyramide avec les mains. Fait comme ça, les enfants vont aller placer leurs mains au-dessus de leur tête. Les tapis sont chauds. Fait qu'on va remonter les mains tout de suite. On ne veut pas se brûler. On remonte les mains tout de suite. Fait qu'on rend ça super imagé. On fait une balançoire, tout ça. Les instructions, ça se fait en 2 minutes. Pour ne pas perdre l'attention des enfants, il faut que les parents sachent quoi faire. Et ensuite, on fait l'enfant corrige son parent. Fait qu'on peut dire, quand on voit que ça commence à être long, la pratique des chutes, là, c'est les parents qui vont pratiquer leur chute, puis l'enfant doit les corriger. Fait que ça l'amuse beaucoup. Et à la fin de la session, on a un jeu, quand on commence à faire le Tachiwaza, quand je commence à enseigner les techniques debout de projection, c'est juste un autre exemple que je voulais vous donner, c'est le jeu des gari et des goshi pour enseigner un peu de vocabulaire japonais, puis aussi un peu d'histoire, un peu d'éléments traditionnels. Fait que grosso modo, comment le jeu se fait, les équipes se placent au milieu, les dos à dos. Fait que l'enfant regarde vers un mur, puis le parent regarde vers l'autre mur. Ils sont dos à dos, et là, je vais raconter une histoire, et quand je vais dire « Gary », les enfants doivent courir vers le mur d'en face sans se faire toucher par leurs parents. Et quand je dis « Goshi », les parents doivent courir vers le mur d'en face sans se faire toucher par leur enfant. Et une fois qu'on a touché le mur, on vient se replacer, et là, je peux continuer mon histoire. Fait qu'on raconte une histoire, puis moi, mes histoires, c'est toujours Jigoro Kano, il y a environ 150 ans, il vivait au Japon, blablabla. Et là, je raconte un peu des histoires où je vais utiliser les mots gari, goshi. Et là, ça s'alterne de plus en plus vite et ça mélange le monde. Les gens ne savent plus de quel côté courir. Et c'est un peu ça le jeu. Fait comme ça, on peut enseigner des éléments du judo, des éléments traditionnels. On parle du Shidokan quand on parle de ce jeu-là, tout ça. Puis, ils apprennent un peu de vocabulaire. Fait qu'on peut mentionner des noms de techniques de judo, tout ça. C'est éducatif tout en étant le fun pour les enfants. Fait que ça, c'est juste un exemple. À la fin, on fait évidemment le salut traditionnel. Les deux équipes se saluent et on peut se donner la main. Fait que c'était... Je pense que c'est la fin de la présentation. C'est la fin des slides. Là. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je ne sais pas s'il y a des gens aussi qui enseignent le judo par enfant. Je ne sais pas si vous l'enseignez différemment ou si ça résonne avec ce que vous faites. J'ai une question. Ouais. En fait, ce n'est pas moi qui ai la question. Combien de techniques debout démontrez-vous pour cette tranche d'âge? À tout le groupe, 3. Au Sotogari, Ippon Tsunage, Ogoshi. S'il y a des enfants, par exemple, parfois, ils sont un petit peu plus vieux, sont sur le point de terminer le par-enfant puis de commencer, ou ça fait plusieurs fois qu'ils vont enseigner qu'on leur enseigne la même technique. Là, j'ai peut-être montré un O ou un Ku Uchigari. Des fois aussi, Tayotoshi, on étire la jambe ou des choses comme ça. Là. Mais ça tourne toujours autour de ces techniques-là. Mais c'est vraiment les 3 techniques de base que je vais enseigner à tout le groupe. Est-ce que vous avez d'autres questions? Michel, tu as une question? La question, c'était combien de techniques debout démontrez-vous? Ben c'est ça. OK. Excusez. C'est bon. Oui, c'était ma question. Merci, David. Oui, c'est 3 immobilisations, quelques renversements. Les renversements, je ne les ai pas comptés. Mais les renversements, on a un petit peu plus de liberté, mais honnêtement, il n'y en a pas tant que ça. 3 ou 4 à plat ventre, 3 ou 4 à 4 pattes en petite boule, puis 3 techniques debout. Il doit y avoir beaucoup d'ajustements, justement, quand on parle des classes, des groupes 2 ans et demi, c'est vraiment jeune. Mettons de 3 ans à 5 ans, c'est tout un monde. Donc, il doit y avoir beaucoup d'ajustements, justement, parce qu'il y en a, c'est la première expérience en dehors de la maison, là, comme tu disais. Oui. C'est beaucoup d'ajustements.
Fait qu'il faut vraiment prendre le temps d'aller voir chacun. Il y a des parents qui ont de la difficulté à taper sur les côtés, là, qui ont de la difficulté eux-mêmes à prendre les mouvements. Fait que, il faut prendre le temps d'aller voir tout le monde puis de connaître les deux, puis de s'adapter. C'est beaucoup, beaucoup d'adaptation. Puis quand je disais, il faut saluer au début, il faut créer un climat où tout le monde se sent à l'aise de venir le dire s'il y a quelque chose. Si le parent ne comprend pas, il ne faut pas qu'il sente qu'il a l'air fou de ne pas comprendre au Soto-Gari. Parce qu'il faut prévenir aussi les accidents. Là. Fait que, il faut que les gens viennent vous poser des questions. Il faut qu'ils viennent vous voir s'il y a quelque chose qui ne va pas. Puis il faut prendre le temps de parler avec les parents. Et de développer un climat de confiance. Oui. Fait que souriez, dites-le, allez voir les gens, félicitez les parents aussi pour qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Il faut que le parent ait du fun aussi, là, parce qu'il va quand même revenir à chaque semaine, il va se mettre à quatre pattes, il va jouer avec son enfant, tout ça. Fait qu'il il faut que le parent s'amuse aussi. Tu sais. Fait que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adaptation. J'ai une question pour toi, Merci. David. Deux questions. J'ai perdu mes questions. OK. Est-ce qu'on recommande des petits groupes? Oui, là, je vois les questions. OK, vas-y avec les questions sur le chat, puis je poserai ma question. Ouais. Fait que, est-ce qu'on recommande des petits groupes? C'est plus facile pour l'ajustement et la surveillance. Nous, on a un petit dojo, honnêtement, fait qu'on ne peut pas avoir un grand groupe. Puis ça se remplit vite parce qu'avec 10 enfants, vous avez 20 personnes sur les tatamis. Fait que oui, des petits groupes, je dirais 15 personnes, c'est quand même beaucoup. Là. 15 enfants, c'est beaucoup parce que vous avez 30 personnes. Là. Fait que je dirais autour de 10 personnes pour un sensei, c'est suffisant. Fait que des petits groupes comme ça, je pense que ça va mieux. Vous recommandez des petits groupes selon les critères au Canada, la gradation des jeunes est toujours limitée. J'ai déjà eu un jeune de... Pourrais-tu me dire s'il y a une continuité? Ceux qui viennent comme ça, parents-enfants, ils viennent-tu les autres années après? Ça continue-tu ou tu perds? Le groupe change puis ça revient? Non, ça j'ai oublié de le dire au début. Ben nous, ça a changé beaucoup de choses à Longueuil. Ça a changé l'atmosphère, puis ça a changé le groupe parce qu'il y a la continuité. Puis surtout en ce moment, parce que j'enseigne un peu à tout le monde. Là. J'enseigne aux enfants, j'enseigne aux parents-enfants, puis j'enseigne aux adultes. Il y a des adultes qui s'intéressent au judo puis qui retontissent dans le cours adulte. Fait que ça, c'est le fun. Puis, on a vraiment noté une continuité. Les enfants restent. On en perd quelques-uns, c'est sûr. Mais il y en a beaucoup. Puis ça, c'est le fun parce que quand vient le temps de les monter dans le cours des enfants, ils montent en gang. Fait que ça leur fait moins peur. Quand ils ont 3-4 de leurs amis qui montent en même temps, mais là, ils ont envie de le faire. Fait que ça, c'est le fun. Puis, le troisième point, c'est que ce qui est le fun, c'est qu'on connaît les parents. On a été ensemble, c'est tatami. Fait que quand on suit les jeunes en compétition, par exemple, mais là, les parents ont déjà fait un peu de judo, puis ils savent comment on enseigne, ils nous connaissent. Fait que ça change beaucoup de choses. Puis ça crée une continuité dans tout le club. Il y avait une question sur le chat qui disait j'ai déjà vu un jeune de 6 ans ceinture verte d'un autre club. Devrions-nous prioriser le plaisir, non les grades? Nous autres, c'est ce qu'on fait à Longueuil. J'ai remarqué qu'on ne donne pas les grades super vite à comparer à d'autres clubs aussi. On donne une barre sur la ceinture par session. Fait qu'au bout de 15 cours, là, à la fin de la session, les jeunes ils ont une barre. Au bout de 3 barres, ils ont une ceinture blanche-jaune. Fait que pour un cours par enfant, ça lui prend 1 an et demi avant d'avoir une ceinture blanche-jaune. Fait que quand ils arrivent dans le cours enfant, ils ont leur ceinture blanche-jaune, en fait. Ça va un petit peu plus vite pour les enfants, là, mais une barre pour un enfant par enfant, c'est comme s'ils avaient gagné une médaille aux Olympiques. Là. Ils sont super fiers. Ils la montrent à leurs parents, ils sourient, ils sont super joyeux. Ils ne réalisent pas là, qu'il y a d'autres couleurs de ceinture. Pour eux autres, ils sont tellement fiers de leur grade. Fait que oui, j'ai tendance personnellement à privilégier le plaisir au grade.
Nous, on donne des certificats, ça aussi, ça peut aider. On donne des petits cadeaux aussi souvent à la fin, une petite balle, des petits trucs, des petits blocs pour jouer pendant le temps des fêtes, des choses comme ça. Les certificats, oui, sont plus appropriés. C'est justement mon cas. J'ai repris le judo après 25 ans avec la classe par enfant. Ben, vous voyez, on a un cas ici. Que tu en aies 10, 15 ou 20, est-ce que tu recommandes quand même que d'être toujours 2? Ou c'est vraiment selon l'expérience du prof aussi? Je l'ai donné souvent tout seul. Dans la dernière année, j'ai eu quelqu'un qui vient m'aider. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un, honnêtement. Là. Avoir un assistant, c'est toujours, je pense au judo, c'est toujours la meilleure façon. On peut donner certains exemples avec l'assistant. Des fois, l'assistant, il y a plus le tour avec certaines personnes. Là. Fait que oui, être 2, c'est parfait. Puis en même temps, vous pouvez former quelqu'un à peu, donner le parent-enfant. Fait que moi, s'il y a quelqu'un qui veut le donner avec vous, là, prenez-le parce que c'est mieux comme ça. Vous avez d'autres questions? Par rapport au grade, nous, au Club de judo Vekoma, depuis, je dirais, 4 ans, ceux qui sont jusqu'à U10, avant la rentrée de U10, on donne des degrés rouges entre les grades. Fait que ça a l'air un peu simplet, là, mais tu peux être 2 bords avec 6 degrés rouges. Dans une activité, à toutes les activités, on met un degré rouge entre. Et là, ça met le place où ce qui s'installe sur les lignes par rapport à le grade. Et ce que ça donne vraiment par rapport au grade, il ne change pas de couleur de ceinture, mais ça montre l'activité que le jeune fait. Et c'est drôle, hein? On touche le jeune, puis on touche autant le parent avec ça. Donc, le parent est intéressé à faire les cours d'entraînement spécial qu'on fait les samedis ou tout simplement les entraînements régionaux parce que les plus jeunes ne font pas la compétition, c'est pas à peine. Et là, tant qu'ils reviennent avec un degré rouge de plus sur les ceintures le cours d'après et qui tassent le chum qui n'a pas été, là, son chum, OK, moi, si je vais en avoir un, moi aussi. C'est juste une mer haute pour avoir les grades, mais sans mettre de sport au sens. C'est juste un. Je comprends. Je ne sais pas si à 4 ans, les enfants ont la mentalité de se comparer avec les autres. Dire, lui a 3 grades, moi j'en ai juste un. Je pense qu'il est juste content d'avoir son grade à cet âge-là, puis peu à peu, il va se rendre là. L'aspect compétitif, là, il est. Puis ça, il y a des parents qui viennent nous voir, qui nous disent comment ça se fait que mon jeune, il ne veut pas gagner ses combats. Puis il faut leur dire, là, à cet âge-là, les enfants n'ont pas l'esprit de compétition. Fait que, combat, gagner un combat, les grades, honnêtement, par enfant, ils sont conscients qu'il y en a qui ont 3 grades versus 1 grade, mais je leur demande pas de se placer. Puis j'ai jamais remarqué que ça allait influencer les enfants un à l'autre. Mais 4 ans, l'enfant est content d'avoir ce que vous lui donnez. Honnêtement, là, que ce soit un certificat, une petite ligne. Dans Pré-Judo, nous, ils n'ont pas de grade. C'est juste des certificats, là, ils n'ont aucun grade. Parce que je ne suis pas capable de comprendre ce qu'ils vont vraiment faire un jeune. Parce que nous, en plus, on en a jusqu'à 24 mois. Là. Ça fait une vingtaine d'années. Puis, je veux dire que les jeunes peuvent commencer à 24 mois, à 2 ans. Puis, mais tu n'as pas de grade à avoir là. Tu as juste un certificat de participation au club. Il y a quelqu'un qui a demandé du côté administratif, est-ce qu'on a affilié les parents? Il y a quelqu'un qui a dit oui. Nous, on ne le fait pas. Fait qu'il faudrait peut-être voir la politique avec Judo Québec, là, mais nous, on n'a jamais affilié les parents, sauf si les parents s'inscrivent pour un cours pour eux-mêmes, un cours d'adulte.
Puis est-ce qu'on parle d'enfants de 4-5 ans? Nous, officiellement, on donne le cours 4-5 ans. Quand quelqu'un arrive avec un enfant de 3 ans, je leur dis, on va voir. Puis pour les grades, ben oui, c'est ça. Même chose. Des fois, on étire les grades ou quoi que ce soit, là, mais on s'assure qu'à la fin de la session, l'enfant parte avec quelque chose. Il faut faire attention à cet enjeu parce que si on a quelque chose à tout groupe, il y a un enfant qui ne l'a pas, ça va être difficile de rationaliser avec l'enfant pourquoi est-ce que tout le monde a ça puis moi, je ne l'ai pas. Fait qu'il faut, même les petites cartes de Judo Québec, là, il y a eu un moment où je les distribuais. Puis s'il y avait un enfant qui n'avait pas sa carte parce qu'on ne l'avait pas encore reçue ou quoi que ce soit, là, c'est difficile à expliquer à un enfant que les autres l'ont, puis lui, il ne l'a pas. Fait qu'il faut faire attention avec ces choses-là. On développe des trucs là, avec les années, là, mais il faut faire attention. Puis là, même la couleur, là, tantôt, on disait les couleurs, il faut avoir utilisé le même marqueur pour toutes les grades si on donne des grades. Il ne faut pas qu'il y ait un enfant qui a une ligne rouge puis toutes les autres ont une ligne noire. Parce que comment ça se fait que est-ce que mon grade vaut moins, plus, puis bon, ça monte comme ça. Si vous faites des petites compétitions, il faut que si vous utilisez différents types de médailles, parce que souvent on ramasse un peu les médailles qui nous restent des autres, là, le gagnant, il ne faut pas qu'il y en ait un qui ait une médaille plus grosse que l'autre. À cet âge-là, or, bronze, argent, c'est pas... Ça devient plus... Fait que c'est tous des petits détails qu'il faut faire attention. Je dirais, là. En tout cas, il y a bien des choses à dire. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le chat? Il y a quelqu'un qui disait pour les médailles, pour les grades, on parle d'enfants de 4-5 ans et non de 2-3 ans. Point d'interrogation pour les grades. Oui, ben c'est ça qu'on disait. Je leur donne un grade si on fait une session de judo, peu importe leur âge. C'est juste que quelqu'un qui a commencé à 2 ans, je vais étirer ça. Fait que ça va peut-être prendre plus de temps, 4 grades avant qu'ils aient leur ceinture blanc-jaune. Quand ils commencent très, très jeunes, j'étire ça. Mais je veux qu'ils aient quand même un petit quelque chose. Nous, c'est des lignes qu'on fait sur les ceintures. Si vous décidez de donner des certificats, décidez de souligner que ce soit une chose que décidez de faire. Le cours où on donne les grades, pas en vous disant maintenant je t'en pas parce que tu as 3 ans, on n'en prendra pas. Puis ça fait une différence pour l'enfant et pour le parent. Fait que, je m'agis en fond de l'art. Mais ma question est, depuis le changement des passeports judo, 5 jaune était le maximum. Ouais. C'est ça, il n'y a, pas, comme je disais, je vais étirer avec les petites lignes sur la ceinture. Pas un enfant qui va avoir sa ceinture complètement avant le. Je vais faire une petite ligne éventuellement, mais il n'ira pas plus loin que la ceinture en jaune à l'enfant. Tout est adapté. D'autres questions? Ceux qui donnent par enfant, est-ce que c'est un peu la même chose? Est-ce que vous avez d'autres affaires à ajouter? Ou est-ce que vous faites les choses différemment? Je ne sais pas. Vous pouvez ouvrir votre micro et puis partager si vous avez quelque chose à dire. Je pense qu'ils sont demeurés bouche bée devant ta présentation. Une chose qu'on avait parlé avec Gérald, c'était peut-être faire éventuellement des capsules ou des exemples de jeux, des exemples d'éducatifs qu'on fait.
Fait que ça serait peut-être intéressant de garder contact. Ceux qui sont intéressés ou ceux qui donnent déjà pour partager un peu, là. Ceux qui ont des exemples d'éducatifs, c'est toujours bon d'apprendre. Puis je suis sûr qu'il y a plein de façons d'enseigner les choses qu'on fait puis que vous en connaissez déjà, même si vous ne donnez pas le cours par enfant. Là. Fait que garder contact puis rendre ça plus participatif, ça serait peut-être intéressant pour garder le suivi. Donc, s'il y a des personnes intéressées, vous m'envoyez votre courriel en me disant moi, je serais intéressé à participer à soit une banque de jeux, banque d'exercices pour enrichir les cours parents-enfants. Puis, comme disait David, à un moment donné, on trouvera une façon de faire des capsules ou de mettre ça en commun pour que ça profite à tout le monde. Bon. M'entendez-vous? Oui. Oui. Moi, dans le fond, c'est un petit peu différent. Tout ce qui est du Tektachi-Waza, le debout, j'essaie d'éviter à 100% tout ce qui est chute debout, sol, pour justement, on n'a pas le contrôle au niveau des coups des enfants qui ne sont pas assez forts. Donc, oui, je travaille les chutes, mais à partir du sol avec le parent. Comme je disais, mon cours est 100% parent-enfant, donc c'est parfait pour le COVID. Là. Je ne savais pas, moi, je l'ai monté de même il y a 2 ans. Et la façon que moi je procède, c'est vraiment de monter comme si on compterait un conte, une histoire à chaque cours différent. Fait que l'enfant, il ne se tanne jamais. Puis on met les exercices considérant qu'on fait une histoire à l'enfant. Donc, mettons, Jacob va grimper dans l'arbre. Il grimpe dans l'arbre, c'est son parent à l'arbre. Après, c'est descend de l'arbre. En tout cas, ainsi de suite. J'invente des histoires comme ça. Moi, je suis prête comme que tu disais, Patrick, si tu as besoin d'une banque de jeux, je vais en fournir. J'en ai plein. Okay. Autant David, Patrick, je ne sais pas qui ramasse l'information. J'ai aucun problème. D'accord, merci beaucoup. Oui, c'est ça. La raison pourquoi je parlais des grades, c'est parce que comme certains ont été au courant, j'ai appelé d'ailleurs Judo Québec, c'est parce que je me suis retrouvé avec des jeunes ceintures marron à 8 ans, ceinture verte à 6 ans. Fait que là, j'ai dit, je suis obligé d'expliquer aux parents qui faisaient pleurer les enfants naturellement. Je ne peux pas le laisser là parce que ça n'a aucun bon sens. Puis là, c'est au niveau de la sécurité des parents. Et justement, l'ancien professeur m'avait dit, ben moi, je donne 1 degré par session. Mais si on calcule 1 degré par session à partir de 2 ans, ben là, on monte facilement à ceinture orange, ceinture verte, rendue à 5-6 ans. Et c'était de là la dangerosité. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait une règle à Judo Québec à l'époque. J'ai encore la feuille que j'ai dû expliquer avec les protocoles de sécurité. Les grades maximum par rapport aux âges. Chaque âge a son maximum. Mais malheureusement, c'est plus dans Judo Québec et Judo Canada. Je l'ai cherché longtemps. Moi, j'ai retrouvé une vieille feuille des règlements de Judo Canada. Tu vas le retrouver dans le règlement de sécurité, là, mais je pourrais vous l'envoyer. Oui, c'est ça. Je l'ai retrouvé à force de chercher parce que j'avais un cas de litige assez flagrant. Okay. Merci. Je suis d'accord. Je fais beaucoup d'étirer, surtout quand ils sont jeunes. Comme je disais, j'étire avant de. Fait que des fois, je vais prendre un parent à part puis je vais lui expliquer qu'est-ce qui se passe. Votre enfant a 2 ans. Je peux pas lui. Ou il a commencé tout jeune, je peux pas passer aussi vite que les autres. Il va falloir comprendre parce que je veux pas que telle chose arrive. Ça, oui, je l'ai fait. Pour ce qui est de l'histoire à chaque cours, ça aussi, je suis d'accord. Je n'ai pas nécessairement une histoire, mais chaque cours, je sais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais enseigner, comment je vais l'enseigner. Ce n'est pas un cours que vous pouvez improviser, arriver devant les parents et les enfants puis dire ah, ben là, décidez que vous allez enseigner au gaucher. Il faut savoir où est-ce que ça se situe dans tout le cours. Puis il faut savoir comment vous allez le faire puis comment vous allez le montrer. Fait que, comme je disais tantôt, j'ai le cours. Ça s'est comme adapté avec l'arrivée de l'Halloween, puis l'arrivée de la neige, puis Noël qui s'en vient. Là. Mais tout fit avec ça. Puis il y a un cours où on fait des crêpes. C'est la crêpe bretonne là, où ils servaient. Mais tout un cours tourne autour de ça. Le singe dans l'arbre, il y a tout un cours qui tourne autour de ça aussi. Fait que faut prendre l'habitude de prévoir ses cours. OK. Sur le chat, c'est marqué Pascal Christian. Sur Facebook, il y a le club lorsque judo. l'enfant arrive. Non, juste avant. Juste le club Judo Alzira qui a beaucoup d'éducatifs de jeux techniques. Donc, ce serait aller voir. Puis ensuite, ce que tu allais commencer à dire. Lorsque l'enfant arrive. Merci pour le lien, là, parce que
c'est toujours bon de renouveler un peu ses cours, là, fait que je vais aller voir. Pour ce qui est, quand l'enfant arrive tout seul, c'est là que l'assistant peut aider. C'est quelque chose que je vais reparler avec le parent parce que c'est pas supposé arriver. Honnêtement, ça arrive très, très, très rarement. Je vais prendre l'enfant. Je ne laisserai pas l'enfant partir, évidemment. Mais à cet âge-là, les enfants ne sont pas tout seuls. Nous, de la manière que le dojo est situé, un enfant de 4 ans n'est pas capable de se rendre de la porte du centre sportif jusqu'au dojo. Il n'y a pas un parent aujourd'hui en 2020 qui va laisser son enfant faire ça. En tout cas, ça m'étonnerait, puis ça n'arrive pas. Fait qu'il y a tout le temps quelqu'un qui arrive avec l'enfant. Mais il y a des parents qui utilisent la stratégie d'envoyer le grand frère. C'est là que je vais commencer à intervenir. L'enfant n'est pas supposé venir avec son frère, il est supposé venir avec son parent. Bon, tout ça. Mais ça Est-ce que l'enfant ne pourra pas participer? L'enfant va participer. Oui? Ah, vas-y. Pardon? Je te laisse finir, là. Oui, c'est ça. L'enfant va pouvoir participer, oui, mais on va avoir une discussion avec le parent. C'est juste ça que je voulais dire. Non, mais ce qui peut arriver, par exemple, c'est que le parent, je ne sais pas, il s'est blessé dans la semaine ou il s'est cassé la figure, il ne peut pas participer. Donc, le parent vient avec l'enfant, mais en quelque part, il est entre guillemets handicapé pour pouvoir participer. Ça, il faut le savoir. C'est important d'avoir le climat de confiance. Il y a des parents qui se font mal dans le dos. Il y a des parents aussi qui ne sont pas capables de se mettre à quatre pattes. Le parent peut être handicapé ou être blessé. Qu'est-ce qu'on fait pré-COVID? Des fois, des fois, j'allais jouer avec l'enfant. Fait que pour un jeu, par exemple, j'allais jouer avec l'enfant ou j'allais adapter un peu l'exercice. Fait que je vais montrer comment faire les chutes, mais après ça, je vais aller voir le parent puis l'enfant pour leur dire comment est-ce qu'eux vont le faire. Fait que j'adapte un peu selon ce qui se passe avec le parent. Bon, par exemple, les exercices où est-ce que l'enfant doit corriger le parent, bon, mais l'enfant va me corriger moi. Puis dans le fond, il va trouver ça drôle parce qu'il corrige son professeur de judo. Fait que là, l'enfant trouve ça super drôle. Fait que il faut s'adapter. C'est vraiment s'adapter au fur et à mesure. Les assistants peuvent être très, très utiles. Sinon, des fois, il y a des parents qui se connaissent. Fait que des familles qui se connaissent. Fait que là, vous pouvez faire jouer un parent avec un autre enfant, puis c'est plus facile. Fait que vous pouvez vous adapter aussi comme ça. Pendant le COVID, c'est sûr que ça va être un petit peu plus difficile. Il va falloir adapter les exercices pour que les familles restent ensemble. Puis est-ce que vous avez un genre de plan de travail pour monter un cours? Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a quand même un horaire, puis comme ça, tout le monde s'habitue un peu à ce qui va se passer. Là. Le salut, l'échauffement. Puis il y a tout le temps une partie de l'échauffement qui revient personnellement, là, qui va revenir à chaque cours. Là, les bras, la tête, tout ça. Ça va revenir à chaque cours, puis ensuite, j'ajoute quelque chose de nouveau à chaque cours. 2 exercices de judo, une pause eau, un jeu pour avoir un moment d'un peu plus de liberté, puis des éléments de randonnée un peu tout le long du cours. J'essaie toujours de suivre ça. Puis dans chaque partie, mais rajouter des éléments d'imagination. Amusez-vous. Si vous avez des idées, partagez-les parce qu'on en cherche tout le temps. C'est ce contrôle béden à cheval. Rendez ça le fun. C'est un peu comme ça qu'on monte chaque cours. Oui, Diane. Est-ce que ça t'arrive que, parce qu'il y a beaucoup de familles qui sont séparées, qu'une semaine, c'est la mère, mais la semaine prochaine, c'est le père, et le père ne veut pas faire de judo. Fait qu'il saute toujours un cours parce que le père ne veut pas. Est-ce qu'ils viennent aux 2 semaines puis ils s'adaptent à ça ou ils oui. Oui, ça arrive. Puis ça arrive que les deux montent sur le tapis, mais il y en a un qui n'est pas content d'être là, puis l'autre est super motivé par le judo. Fait que c'est s'adapter à chaque semaine. Puis il faut aller chercher le parent qui n'aime pas ça. Mais oui, ça arrive aussi qu'il y a des enfants qui viennent une fois par 2 semaines. Puis bon, c'est la réalité d'aujourd'hui. Si l'autre parent ne veut pas, on ne peut pas. Ouais, c'est ça. Faut s'adapter, puis c'est pas. L'enfant vient une fois par 2 semaines. Fait que là, souvent, on réadapte les cours, puis l'enfant progresse un petit peu moins rapidement là, parce qu'il faut toujours réenseigner aux parents qu'est-ce qu'on a vu la semaine d'avant. Mais bon, c'est la vie. Là. C'est la vie. C'est ça. Merci.
David, il y a quelque chose. Vas-y, excuse. Nous, on fait... Sur le Oui, chat. nous, on fait une compétition de fin de session, nous autres aussi. Pour les groupes d'âge, on organise pour que tous aient une médaille. Exactement. Oui, nous autres aussi. Comme je disais, il faut que tout le monde ait une médaille, évidemment, à cet âge-là. Mais en fait, nous autres, dans la compétition de fin de session, tout le monde revient avec une médaille. C'est une initiation, fait que c'est vraiment pour le plaisir. Puis, à cet âge-là, il faut juste faire attention, je vous dis, là, surtout celui qui arrive en premier, il ne faut pas qu'il y ait une médaille plus grosse que les autres. Fait que prévoyez ça d'avance. La couleur de la médaille, c'est pas super important. Ça peut être toutes des médailles d'argent. Si on leur dit pas que c'est une médaille d'argent, ils ne sauront pas. Mais s'il y en a un qui a une médaille plus grosse que l'autre, c'est là que les problèmes commencent. Mais bon, nous autres, c'est toutes des médailles d'or pour les tout petits. Puis ensuite, on va commencer avec des médailles plus vieux. Pour les enfants qui font juste le cours enfant. Puis, quand on fait les randonnées, normalement, rendus là, ils sont capables de faire des randonnées debout, mais on les fait prendre le Kumikata tout de suite au début, on place leurs mains, puis à chaque maté, on leur replace les mains, puis on fait le combat. Puis c'est très, très initiation. Fait que félicitations à tout le monde. Tout le monde s'est bien battu, évidemment. On est quand même impressionné par ce qu'ils vont faire pendant la compétition. Ils vont vous sortir des petits sotogaris, des petites immobilisations. C'est très formateur, je pense, pour les enfants. Là. Fait que nous, d'habitude, c'est super le fun. C'est quand même je sais pas, les compétitions à Longueuil sont le fun. Sylvie, ferme ton micro, s'il te plaît. Sylvie Pierson. Oui. Oui. Merci. Ferme ton micro, merci. Bon, tu n'es pas obligé de fermer la vidéo, mais le micro, là. Ben, c'est ça, la compétition, je trouve que ça vaut la peine, là, la petite compétition à la fin. Puis on peut faire un petit build-up pendant la session, on va vous préparer, puis on va apprendre à arbitrer, puis ça donne une autre sphère de judo à enseigner. Juste pour en revenir tantôt pour les grades, là, avoir des ceintures vertes à des U8. Anciennement, tant qu'on était. Tant qu'on apprenait pour les grades, on faisait les grades maximum sur nos jointures en faisant les couleurs de ceinture avec les groupes d'âge. Tu faisais U8, U10, U12, U14. Tu faisais jaune, orange, vert, bleu. Fait qu'à U14 maximum de grades, tu pouvais avoir cette ceinture bleue. Il faut toujours avoir des exceptions. Si tu gagnes le championnat canadien, il y a quelqu'un qui va te montrer marron quelque part, là, probablement. Mais U16, c'était ceinture marron. Fait que, normalement, dans ce barème-là, les professeurs n'ont pas de misère à savoir qu'est-ce qu'il faut mettre. C'est pour ça que tantôt, tu disais... Parce que tant que toi, tu dis des degrés, des grades, pour moi, un grade, c'est une ceinture, puis un degré, c'est juste une barre. J'ai bien compris ça. C'est pour ça que nous, on met des barres rouges, qui n'est pas un degré, qui n'est rien, qui est juste une preuve de participation. Fait que le jeune, il peut avoir une barre rouge, mais il peut avoir 8 participations. Une barre noire, je veux dire 8 participations. Mais pour le comprendre comme il faut, parce que le monde a l'air à chercher là, la réglementation pour avoir une idée, c'est vraiment ce qui est le plus facile avec les jointures. Là. Normalement, tu ne te mets pas dans la misère et tu ne te ramasses pas avec un jeune qui n'est pas à bonne couleur de ceinture en faisant ça. Excusez. Question. Mettons, les erreurs à éviter, mettons, pendant les cours, si quelque chose que tu voudrais proscrire, dire hey, faites pas ça, c'est dangereux ou c'est vraiment une erreur, une mauvaise approche, qu'est-ce que tu nous conseillerais d'éviter? Qu'est-ce que je conseillerais? Une erreur qu'on a faite à un moment donné, c'était ça, c'était laisser les grands frères qui font déjà du judo être le parent. Ça c'est une erreur qu'on a faite. Puis ça a été difficile de revenir après. À un moment donné, on avait une gang de famille. C'est ça, les grands frères et grandes sœurs étaient dans le cours des enfants. Ils avaient des ceintures orange, jaune-orange, vertes, peu importe. Puis ils ont commencé à venir comme parents. Puis on dirait que c'est une bonne idée parce que là, le parent il est content, il ne viendra pas. Il n'aura pas à se mettre à faire du judo. Puis comme ça, les parents, les grands frères aident leurs petits frères. Mais ce n'est pas une bonne idée. Les frères et les sœurs n'ont pas la maturité pour faire ce qu'ils doivent faire dans le cours par enfant. Ils ne font pas la discipline de la même façon.
ils reprendront pas les mots comme bédaine, bédaine, puis des choses comme ça. Puis ils vont rentrer dans un aspect compétitif avec le frère. On a eu tous ces problèmes-là. Fait que faites pas ça, même si le parent vous dit que c'est une bonne idée puis que lui préfère ça. Ça, c'est le point que je m'adapte pas. C'est le parent qui doit être là. OK. L'autre point, c'est ça, c'est tout ce qui est donner quelque chose à un enfant, mais pas le donner à l'autre. Ça, c'est toujours difficile parce qu'après ça, le parent vient vous voir. Puis pourquoi tu as fait ça? Là, mon enfant fait une crise. Puis fait que ça, c'est difficile. Fait que faites attention avec ça. Puis les autres points, c'est ça, je dirais, c'est comment on dit ça? Ignorer un peu les parents. Au début, j'étais très, très porté vers les enfants. Comme je vous disais, ça faisait longtemps que j'enseignais aux enfants. Puis là, il fallait que je m'habitue avec les adultes, puis on dirait que cette transition-là, fait qu'au début, des fois, peut-être que les parents se sentaient moins concernés, ou j'allais moins les chercher, ou j'allais pas me présenter. Je me présentais aux enfants, mais pas nécessairement aux parents. Ça, c'est peut-être une erreur à éviter. Les deux sont super importants. Puis créer une relation avec les parents, ça aide beaucoup dans ce cours-là. Toutes les histoires de sécurité, il faut le dire. Ça sécurise le parent, puis les parents ne sont pas nécessairement conscients. Des fois, ils pensent que leur enfant va être capable de tout faire d'un coup, soutenir sa tête, chuter, tout ça. Il faut l'expliquer que que l'enfant a un développement à faire, puis qu'il faut respecter la sécurité. Fait que ça, je dirais que c'est pas minimiser le rôle des parents, puis vraiment prendre le temps de leur expliquer, puis de leur parler. C'est super important. Puis aussi, c'est pas faire de retour au calme à la fin. Faire un salut quand les enfants viennent de faire un jeu, puis sont super. C'est difficile. À cet âge-là, dire calmez-vous, on se place en ligne, ils ne comprendront pas. Il faut baisser l'énergie. Comme je disais tantôt, là, c'est fou. Puis l'erreur à éviter, essayer d'enseigner trop de choses dans un cours. Simplifier. Au Sotogari, quand je disais que j'enseignais au Sotogari, ils ne seront pas capables de lever la jambe pour faucher. Au Goshi, ils ne seront pas capables de soulever. Là. À cet âge-là, ils n'ont pas la force et la coordination pour soulever, basculer le partenaire. Fait qu'il faut simplifier. Puis parfois, il faut aller voir les parents ceinture noire pour leur expliquer l'enfant au Goshi, la bascule ne se fera pas. Il va juste faire tourner autour, là, puis c'est super correct. Fait qu'il faut simplifier les cours. C'est bon. Rendre ça le fun plus que viser le judo. C'est rendre ça le fun et éducatif plus que le judo. C'est bon? Oui, c'est bon. Et puis, si tu aurais deux parents qui voudraient faire un petit chiaille à un moment donné pendant les cours, est-ce que tu le permets, ça, ou tu laisses ça vraiment aux enfants? Deux parents? Oui, mettons deux parents qui voudraient faire un petit chiaille entre eux autres. Est-ce que tu leur permets? OK. Non. Si vous voulez faire du judo, les parents, vous venez dans le cours des adultes, vous pouvez essayer, vous êtes toujours les bienvenus. Mais faire du judo entre vous, non. Je ne suis pas responsable de ça. Nous, ils ne sont pas affiliés. On est là pour les enfants. Les parents, je leur donne de l'attention, tout ça. Oui, on est là pour les enfants. Puis oui, c'est déjà arrivé qu'il y a des parents qui veuillent essayer. Ils veulent essayer de se faire au Sotogari. Non, vous venez dans le cours des adultes pour ça. C'est le mardi et le jeudi soir. Vous êtes les bienvenus. Mais pas dans le cours des enfants. C'est bon, merci. J'ai déjà donné des exemples avec des parents qui étaient ceinture élevée. Une fois, j'avais une maman ceinture noire. Fait que j'ai fait un exemple de Ogoshi avec la maman. Je la connaissais, tout ça. Mais aucune interaction parent-parent qui est du judo pendant le cours. C'est bon. Merci, David. Même le degré d'intensité par rapport au jeu avec les parents entre jeux de parents avec les enfants. Tantôt, tu disais ça. S'il faut qu'il y ait un niveau de compétition, il y a des parents que ça peut être dangereux à 200 livres à brosser avec un petit gars à côté. Il faut faire attention parce qu'ils ne voient plus. Hein. Oui, c'est ça. Les consignes de sécurité, là, il faut les dire. Fait que là, je te dis, les enfants vont courir, on se déplace. Mais quand vous faites vos déplacements, montrez l'exemple que vous vous déplacez pas à pas puis que c'est pas... il y a beaucoup de jeux. Puis mettez de l'humour pour que les parents comprennent qu'il y a des enfants de 4 ans à côté d'eux. Puis faites un peu de préparation avec les parents qui sont très, très sportifs.
ou les papas qui sont un peu plus compétiteurs, là. Que ce soit dans le judo ou dans un autre sport, parce qu'il faut les rendre conscients. Nous, on utilise beaucoup le jeu, puis l'exemple avec mon corps. Fait que si je joue au bulldog puis ils doivent se déplacer, je vais montrer les déplacements qu'ils doivent faire. Comme disait Michel, je pense, là, je vais montrer que je ne me déplace pas trop vite. Fait comme ça, les gens aussi. Ça arrive aussi au fait de simplifier et rendre ça basic. Là, puis souvent, je vais montrer le jeu avec un enfant, fait que les gens voient un peu comment j'interagis avec l'enfant. Quand je dis on doit pousser l'enfant en dehors du tatami, on se place, on place les jambes, on pourrait le montrer indicatif éventuellement, là, mais je me place avec les mains sur l'épaule de l'enfant, les jambes placées, une jambe devant, une jambe derrière, l'enfant se place dans la même position, puis je le pousse, mais je montre que je ne le pousse pas comme je pousserais quelqu'un de ma grandeur et de ma force. Comme je pousse un enfant de 4 ans. Fait que c'est pas à pas, puis c'est juste pour que l'enfant se sente pousser un petit peu. Je le montre tout ça, puis c'est super important parce que des parents OK, je vais pousser mon enfant, mais let's go, ils sont habitués de se tirailler ou quoi, là. Il faut le montrer, tout ça. Dernière question, là, on a passé l'heure 8h30. Oui, pour ma part, tout le monde est avisé, aucun grade, c'est bon. Nous aussi, des grades de participation, c'est bon. Fait que c'est bon. Ben, Bon, c'est ça, on a chacun nos points non négociables, là. Ouais. Ben, merci beaucoup. Michel a une question? Ah, OK. C'est beau. Donc, David, même si les couleurs de médailles ne sont pas importantes, moi, je te donne la médaille d'or pareil. Là. Ah, merci beaucoup. Ben oui, merci. Merci d'avoir été là. Merci Merci beaucoup. tout le monde. Merci. À bientôt. Merci. Bye. Bye. Très intéressant. Merci beaucoup. Bye bye. Bye. Merci.